Parfait. Donc, bienvenue à la présentation du framework Node.js Adonis. Alors, je vais vous raconter une petite histoire très sympathique. On raconte aux gens pourquoi on a créé ce framework. Donc, il était une fois un petit enfant, un bébé, a décidé qu'il voulait créer une application web. Et il s'est dit, pourquoi pas faire fortune avec, créer un business complet et gagner un peu de bac à sous. Et étant un grand fan du JavaScript, il s'est dit, je vais essayer d'utiliser Node.js, ce fabuleux runtime qui permet d'utiliser du JavaScript côté serveur. Il était tellement excité et plein d'énergie, d'enthousiasme à créer son application, et il était surtout prêt à construire son application et la partager avec le monde entier. Mais malheureusement, petit à petit, ces petits rêves sont plutôt devenus des cauchemars. La quantité astronomique de décisions qu'il devait prendre pour créer son application n'allait pas franchement l'aider. Et le pire, c'est que ces décisions qu'il devait prendre n'étaient pas du tout en rapport avec le business de son application. Ça n'avait rien à voir avec, au final, l'application qu'il voulait construire, mais plus par rapport à Node.js et comment Node.js fonctionne. Comment je dois construire mon application? Quel est le standard que je dois utiliser pour écrire mon code? Pourquoi je dois télécharger plus de 20 modules afin d'avoir un serveur HTTP, utiliser le body de la requête ou uploader des fichiers sur mon application? Comment je fais pour gérer l'authentification ou exposer une API au public afin qu'il puisse utiliser mes données? Comment je fais pour sécuriser mon application envers des attaques web ou par exemple gérer le corse qui permet vite aux gens d'utiliser mon API? Comment je fais pourquoi j'ai des milliers de require statements partout dans mon code avec des problèmes de dépendance circulaire? J'ai de la peine à comprendre. Et là, à ce moment-là, il se réveille épuisé et il se dit « Oh là là, créer cette application, ça va pas facilement être si simple que ça. » On adore tous, en tant que développeurs JavaScript, créer des petits modules tout petits qui font une chose, mais qui le font bien. Par exemple, est-ce que cet objet est en tableau ou est-ce que c'est en string? Il y a un module pour ça, très petit et qui fonctionne bien. Mais malheureusement, en tant que développeur, quand on veut créer un business, ou en tant que businessman même, ça ne se fait pas en téléchargeant 20 modules. C'est pour ça que nous, en tant que développeurs, on a besoin d'outils productifs afin de pouvoir nous focus en ce qui nous concerne vraiment, soit le code de notre application, le business code comme on l'appelle, c'est-à-dire la logique de notre application, la logique qui va rendre notre application ce qu'on a envie qu'elle soit. Et non pas télécharger et trouver le meilleur moyen de combiner 40 millions de petits modules afin d'avoir notre framework maison que nous seuls connaissons et personne d'autre pourra travailler dessus. Effectivement, c'est le grand problème des développeurs et c'est surtout le grand problème des développeurs Node.js. Du coup, qu'est-ce que Adonis? Eh bien, Adonis, c'est un framework magnifique, bien évidemment, qui est préconfiguré à toutes les questions que vous pouvez avoir par rapport à celles que je viens de poser avant ou autres sur Node.js. On préfère que les développeurs soient contents et qu'ils aient une certaine stabilité dans leur application plutôt que suivre les best practices type solide, stupide, ou tous ces design patterns qu'on nous rabâche à longueur de journée en mode ton code est mauvais, ton code est bon. Non, on veut juste que les développeurs soient heureux et consistants dans le fait qu'ils créent leur application et qu'elle fonctionne surtout. C'est le plus important. Adonis n'arrive pas seul, c'est pas un petit module, c'est packé avec une notification toute simple et qui marche out of the box en ORM, des migrations, factories ou des seeds pour votre base de données, un support pour l'internationalisation, donc la gestion des langues, le testing de votre application, parce que bien évidemment une application testée est mieux, vous n'êtes pas obligé de la tester, et bien plus. Adonis a envie de vous rendre confident avec votre code afin que vous soyez confident à présenter votre application, à la mettre en production et vous soyez sûr qu'elle fonctionne à ce moment-là. C'est le moment de faire une petite démo, c'est la fin de l'introduction qui a duré assez courte, j'espère qu'elle vous a plu. C'est le moment de faire une démo et j'espère que le dieu des démos sera avec moi parce que voilà, on ne sait jamais. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions. Non, parfait, je continue. Nous avons ici une application Adonis que je viens d'installer. Savoir que pour l'installer, nous avons un CLI, une ligne de commande qui vous permet de faire new, puis le nom de votre application, j'ai fait WebTalk.
et ça vous génère automatiquement une application, pas besoin de toucher. On va la lancer avec cette commande et on va l'ouvrir dans notre navigateur. Je vais pouvoir fermer ça et ça. Voilà. Donc, out of the box, en venant d'installer une application, ça nous présente simplement it works. Voilà, un message qui nous dit que tout fonctionne bien. Et on va analyser pourquoi il affiche déjà ce message. Et comment Adonis fonctionne. Sachant qu'Adonis, comme je l'ai dit, vous veut confiner avec votre code, donc vous devez de comprendre comment le code fonctionne. Cette commande-là va tout simplement appeler ce fichier. D'ailleurs, si j'appelle ce fichier avec Node directement, ça revient exactement la même chose. La seule différence, c'est qu'il va recharger ce fichier au changement de fichier. Ce fichier, qu'est-ce que c'est? C'est un module d'Adonis qui va tout simplement préparer votre application afin d'être lancée. Elle va définir le root directory de votre application, lancer le serveur HTTP, afficher les erreurs dans la console et charger le IOC container qu'on verra par la suite. Rien de plus simple, vous pouvez ajouter des choses là-dedans, par exemple demander qu'il charge un fichier avant de lancer le serveur, si vous avez des données à setup, à configurer, charger des données en cache ou autre, vous pouvez le définir ici. Mais de base, on ne va pas le toucher. Par la suite, ce qu'il fait, il va aller dans notre petit fichier kernel et app et root. C'est pour ça que ça s'appelle start. C'est donc là, on va mettre nos fichiers qui vont être chargés au début de l'application. On va commencer par le app. Adonis se veut très modulaire, c'est-à-dire que vous pouvez facilement créer des paquets pour Adonis, utiliser des paquets déjà créés, et on peut voir d'ailleurs que même les paquets du corps d'Adonis, sont définis dans votre application. Donc vous pouvez très bien les supprimer. D'ailleurs, en appelant la commande Adonis new, ça vous utilise le blueprint qu'on appelle full stack, c'est-à-dire qu'il va vous mettre à peu près tout ce que vous avez besoin pour créer une application full stack. Donc c'est-à-dire que les vues sont rendues sur le serveur et puis vous n'avez pas seulement une API. On peut très bien utiliser le template Slim ou API qui lui va simplement en fait diminuer le nombre de providers mis par défaut et vous aurez une application plus légère. Voilà. Est-ce que c'est vraiment utile ou pas? Ça sera à vous de le décider. Mais de base, du coup, dans le blueprint full stack, on vient avec l'AP provider qui est obligatoire, qui permet de faire tourner votre application. Le view provider qui va permettre de rendre des vues, donc je pourrais le supprimer si je ne veux pas, par exemple. Le seed, ça sera le module de base de données, donc c'est l'ORM et le query builder qu'on verra par la suite. Le body parser qui va tout simplement permettre de parser le body de la requête, comme son nom l'indique. Le course provider qui va permettre de gérer course. Le shield, alors ça, peu de gens savent vraiment ce que c'est, mais en quelque sorte, c'est pour gérer le CSP, donc Content Security Policy. Je vous expliquerai peut-être après. Voir si on a le temps. XSS également, Xframe, NoSniff, tous ces trucs un peu sécuritaires que vous voyez quand vous faites des audits de site internet. Le provider de session qui vous permet simplement de créer une session à chaque fois que quelqu'un visite sur votre site pour y stocker des données. Et le provider d'authentification qui vous permet de gérer l'authentification. Par la suite, après avoir chargé tous ces providers, il va charger les providers, les alias ici, qu'on n'en a pas, et les commandes sont lancées en ACE. Donc ça, c'est seulement si on lance en mode de commande, c'est-à-dire si je lance Adonis simplement, il va charger ACE, qui est le module de commande, et il va charger vos commandes. Donc les commandes, vous les définissez ici, et si c'est un paquet qui ne travaille que pour les commandes, par exemple les migrations, eh ben, on le met là. Et du coup, ça va nous charger des commandes. D'ailleurs, si je retire celui-là, toutes les commandes migration qu'on voit ici devraient disparaître. Je relance, elles n'existent plus, parce que c'est le provider qui les ajoute tout simplement à votre application. Alors, pour vous faire un petit topo rapidement, vu que c'est quand même la base d'Adonis, comment fonctionne un provider? On va tout simplement aller voir un provider du corps d'Adonis. On va prendre le Lucid, voilà, la base de données. Et un provider, c'est tout simplement un simple fichier, une classe JavaScript, qui a deux méthodes obligatoires. Obligatoires, pas vraiment en fait. Il y a deux méthodes utilisées en fait qui peuvent en appeler d'autres. Register et boot. À quoi elles servent? Alors, register, ça permet d'enregistrer des bindings, ce qu'on appelle dans l'IOC container. Alors, qu'est-ce que c'est que l'IOC container? C'est simplement, imaginez un grand objet JavaScript, où vous lui donnez des noms, par exemple ce nom-là, on peut appeler ça un namespace, et vous lui dites simplement, quand je demande ce nom-là, tu vas me rendre quelque chose. Et ce quelque chose, c'est une fonction qui doit retourner une instance de classe. Ça peut être un string, ça peut être un objet, ça peut être ce que vous voulez. Mais simplement, vous définissez que ce nom-là va retourner cette chose-là. Et pourquoi on l'utilise? Parce que c'est très pratique, sachant que vous ne demandez pas directement la chose que vous voulez.
vous demandez à travers un nom. C'est-à-dire que par la suite, dans votre application, vous pouvez très bien changer à la volée ce nom. Dans vos tests, par exemple, au lieu d'appeler le namespace mail, vous pouvez très bien dire que mail, maintenant, c'est égal à quelque chose qui n'a rien à voir avec vos mails et qui va stocker en interne les données afin de tester que les mails sont bien envoyés. Par exemple, mail send ne va pas envoyer le mail, il va plutôt le stocker en interne dans une base de données et vous pouvez vérifier que ce stockage a bien été fait. Il permet également de, tout simplement, si je peux vous montrer, là c'est tout bête, require, voilà. Ça permet également de gérer les dépendances. Par exemple, ce module, qui est le module database, a besoin de la configuration de la Denis et du manager de database. Et du coup, on retourne le manager de database instancié déjà avec la configuration. Donc, dans votre application, vous allez juste dire « donne-moi ce nom-là » et automatiquement, le container va vous rendre instancier le manager qui a déjà la config. Donc, ça permet on peut cacher à l'utilisation par la suite toutes les dépendances que vos modules auraient besoin. Et du coup, si on regarde, bah, c'est tout bête. Là, on enregistre database. Donc, si on le recherche, il était plus haut, on enregistre tout simplement ici un singleton qui a ce nom-là. Puis, on définit un alias, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser ce long nom chiant, on utilise directement l'alias database, etc. Là, on enregistre le modèle, on enregistre ça, et c'est tout bête. Au final, c'est tout bête. Et register, ça les enregistre. Boot, c'est une fois en fait que tous les providers qu'on a donc ici ont été enregistrés, donc via register, on refait une passe dedans et on appelle la méthode boot. Comme ça, si en fait notre provider a besoin d'utiliser un autre provider dans l'application, par exemple le Buddy Parser ou autre chose, et ben c'est là-dedans qu'on va pouvoir déjà l'utiliser vu qu'il existe. Là-dedans, on va pouvoir l'utiliser et c'est le boot. Voilà, donc ça c'était le petit résumé rapide de qu'est-ce qu'est un provider. Par la suite, donc je reviens juste avec ici, on revient à notre fichier start. Donc après avoir appelé app, on a kernel. Et kernel, qu'est-ce que c'est? C'est un fichier qui va définir les middleware. À savoir qu'un middleware, c'est une façon en fait de hook à travers la vie de votre application. Donc une requête arrive, à ce moment-là, il y a des middleware qui sont appelés, vous faites votre logique interne, il y a de nouveau des middleware qui sont appelés, et la réponse est envoyée au client. Nous avons trois types de middleware. Les middleware globaux, qui eux sont exécutés à chaque requête. À chaque requête qui arrive, ou chaque réponse, c'est à vous de décider, je vous montrerai après, ils vont être appelés. Donc on a le body parser, qui vient du module body parser, session, shield et infinite. Voilà. Donc ça, c'est les middleware globaux. On a des middleware nommés, qui ne sont pas forcément exécutés à chaque fois, mais comme nous montre l'exemple juste au-dessus, on peut les ajouter à des routes ou à des groupes de routes. Par exemple, le middleware auth, qui va vérifier qu'on est authentifié ou pas au moment. On va peut-être sécuriser des routes pour qu'elles soient accessibles que par des gens qui sont déjà authentifiés. On va les ajouter directement sur des routes, comme ici. Et on a les middleware serveurs qui, eux, sont exécutés avant les globaux. Eux, c'est les tout premiers middleware. Là, en fait, le fichier route, qu'on voit ici, qui définit les routes, n'est pas encore appelé au moment où le serveur middleware est appelé. Et lui, ce qu'il fait, par exemple, là, il gère les statiques. Tout ce qui est dans le public, c'est des fichiers statiques qui sont servis par Denis. Et ils sont, c'est-à-dire que si un fichier égale logo.csv, il ne va même pas aller dans votre fichier route, il va simplement renvoyer le fichier logo.csv. C'est le middleware statique. Nous avons le middleware Corse qui lui va simplement vérifier vos headers pour que Corse fonctionne. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, tout simplement le serveur, qui est un module ici. Donc c'est le use, à savoir que le use est une fonction justement de l'IOC, et il va aller chercher ce que j'ai défini dans ce nom. Comme ici d'ailleurs, ça c'est pas un nom de fichier, mais c'est le namespace, comme on a vu dans le provider, qui a été défini avant. Donc on va chercher le serveur, on enregistre les middleware, et on utilise les serveurs middleware, et c'est parti. Notre application est lancée. À ce moment-là, notre application va écouter. Elle va écouter tout simplement sous les requêtes, comme là elle écoute. D'ailleurs on peut voir si je relance. Voilà, comme on nous dit, elle écoute sur le port 3333. On écoute, et en appelant tout simplement la page slash, donc la route page, il va aller voir dans notre fichier route quelle route on aura définie. Alors là, on peut voir qu'on a défini la route slash qui va rendre la vue welcome. On passe même pas dans un contrôleur. Là, c'est une vue statique. On n'a pas besoin d'aller chercher des données dans la base de données. C'est une page contact, quoi. On va simplement rendre une vue. Du coup, on n'a pas besoin d'avoir toute la logique MVC, tout ça. On rend directement la vue. On peut avoir bien plus. On peut définir par rapport à des requêtes resourceful, donc get, post, put, patch, delete, tout ça.
On peut définir, par exemple, quand je get test, et on peut d'ailleurs enlever le slash, c'est pas obligatoire, je vais aussi rendre la page welcome. Pourquoi pas? Et du coup, ici, après avoir défini ça, si je fais slash test, l'exemple qui ne fonctionne pas, ah, l'application crash, ça c'est bien ça. Qu'est-ce que j'ai fait de faux? Ah bah oui. Alors, le bon exemple, le render ne fonctionne pas avec un verbe. Il faut mettre on. Voilà. Et du coup, ça nous rend tout simplement la vue. Si on veut faire plus pousser, on a tout ce système de MVC, contrôleur et modèle. Et tout ça est stocké dans notre application, dans notre dossier app. Mais d'abord, on va voir le dossier config qui, lui, contient toute la configuration de notre application. Ces configurations-là ne sont pas utilisées au, on va dire, runtime de l'application, donc c'est pas quand elle tourne, mais c'est au chargement. Tous les modules vont être chargés avec ça. Bien sûr, vous pouvez l'utiliser dans votre code, c'est plutôt déconseillé, c'est conseillé de le voir ailleurs, mais toute votre configuration est stockée ici. Par exemple, là, c'est le module app qui va définir l'app key qui est utilisé pour chiffrer vos données. Si on accepte la méthode spoofing et tout ça, savoir que tout est documenté. Hein. Donc là, je dis les noms comme ça, mais rien ne nous empêche de lire la documentation ou directement le code source. Le code source est extrêmement bien documenté. Et même s'il y a quelque chose qui n'est pas documenté, si je vais juste voir dans le code, par exemple, Lucie, je sais pas, et le modèle, base, tout est énormément documenté. Comme vous voyez, chaque méthode est documentée, elle explique ce que ça fait, et même si la méthode est un peu trop longue, la méthode est documentée. Généralement, les méthodes, c'est 2-3 lignes, là, on peut voir que c'est assez court. Mais voilà, une méthode qui est un peu longue, chaque bout est documenté. Donc si vous n'arrivez pas à comprendre peut-être comment ça, vous avez peut-être juste envie de comprendre comment ça fonctionne, n'hésitez pas à voir le code source. C'est super bien documenté. Du coup, là, je passe vite en travers. Les views, voilà, si on veut cacher, statistiques, si on ignore tous les .files, donc ce qui commence par un point, les locales, voilà, on veut en file, défaut CN, comment on log et tout ça. L'authentification, c'est la même chose. Si on utilise des sessions, là, on a des configs par rapport à ce qu'on a choisi. Si on utilise des sessions, si on utilise une notification basique, en JSON Web Token ou autre. Et tout ça. Donc, tout est stocké là-dedans. En base de données, on a les connexions SQLite, MySQL, Postgres. Et on ne gère pas par de base MongoDB, à savoir. Hein. Il y a des plugins qui permettent de le faire, mais nous, de base, on ne gère pas. Voilà, je préfère le préciser. Et du coup, là-dedans réside votre configuration. Database, là, nous avons les factories, et on verra par la suite ce que c'est, et les migrations. Vous avez également les seeds, et on verra peut-être par la suite ce que c'est. Une migration, je vais fermer un peu tout ça. Une migration, c'est un changement que vous effectuez dans votre base de données. Alors, pourquoi on a choisi, pour ceux qui connaissent déjà un peu les ORM ou autres, d'utiliser cette approche plutôt que d'avoir dans le modèle directement la base de données? Parce que en production, enfin c'est bien joli d'avoir en développement tout dans un même fichier, dans un modèle, voilà. Sauf qu'en production, ça ne se passe pas comme ça. Et le problème, quand vous faites des déploiements automatisés, c'est que vous lancez vos migrations, et vos migrations, ça refère en changement. Par exemple, cette migration-là va créer une table user qui possède ces informations. Voilà. Celle-là va créer une table token qui possède ces champs. Et imaginons que dans un futur, vous êtes en production, vous avez 15 tables de base de données, et vous avez envie de changer le nom d'un champ ou de changer votre structure de données. Voilà, au lieu de pouvoir de mettre en favori un seul article, vous pouvez en mettre un infini. Du coup, au lieu d'avoir un belongs to, par exemple, vous avez un has one, au lieu d'avoir un has one, vous avez un has many, ou un belongs to many, toutes ces structures de données. Et le problème, c'est que lors du changement, c'est bien joli de changer le champ dans votre modèle, mais vous devez aussi migrer vos données. Et le problème d'avoir tout ça dans le modèle, c'est qu'on ne peut pas facilement créer un script qui migre les données. Tandis qu'avoir un fichier migration clair et précis, là on peut voir que je crée une table, et par la suite, ça m'empêche de faire ma migration de données, et juste après, je supprime par exemple une autre table. Voilà, je crée une table token, je fais mes changements de données, et là je supprime ma table token, mon ancienne table token. Et du coup, cette migration va être très simple à lire pour tout développeur dans votre projet. Il va dire alors qu'est-ce que ça fait? Ok, ça crée ça, ça fait ça, tac, tac, tac. Et il sait ce que ça fait. Et rien n'empêche, bien évidemment, quand vous n'avez pas encore envoyé en production votre application ou la migration que vous êtes en train de utiliser, vous pouvez bien évidemment ici dire ah, moi je veux pas un username, je veux juste name. Et vous relancez votre migration, c'est pas grave, vous êtes en développement. Par contre, une fois que vous êtes en production, il ne faut pas changer un nom dans une migration qui a déjà été utilisée. Il faut en créer une nouvelle qui va simplement changer la table user et changer la colonne username pour s'appeler name. Voilà. Et du coup, vous avez vraiment des fonctions de changement de votre base de données. Ça sert à ça, une migration. Facteur, on verra plus tard. Les ressources.
Alors, les ressources, là, c'est toutes les ressources que votre application va utiliser. Alors, de base, vous avez Vue. On pourra ajouter, par exemple, les CSS. Vous pouvez, par exemple, appeler less ou autre, suivant ce que vous utilisez. Ou le JavaScript en front, voilà, par exemple. Et là, de base, nous, on a une vue qui est welcome.edge. Alors, pourquoi .edge? Parce que c'est le moteur de template utilisé par Adonis. Pour ceux qui ont déjà fait du Laravel, ça ressemble énormément. Alors, en gros, on a des brackets pour afficher quelque chose. On a des tags type if, vous mettez votre condition, puis endif. On a la même chose pour des @each ou autres. Can, cannot, ça dépend les modules que vous utilisez. À savoir que tous ces tags sont ajoutés par tous les providers qu'on a vu avant. Donc, si vous créez un plugin pour votre application, par exemple, ou vous téléchargez un plugin de quelqu'un, ça va peut-être vous ajouter des tags à disposition. Ça, par exemple, c'est une fonction globale ajoutée par Adonis qui va tout simplement renvoyer en fichier style.css ici, sauf que si on regarde le code, ça nous génère en link. Voilà. C'est une fonction toute bête qui nous génère en link. Pourquoi s'embêter à taper en link alors qu'on a une fonction qui nous fait? On a la même pour script, par exemple. Ça, c'est notre vue. Et ici, on a le code métier. Alors, pour le moment, on peut voir que c'est assez vide. On a deux modèles qui font référence aux deux migrations ici. C'est des modèles mis de base dans le mode full stack parce qu'on a le module d'authentification et ces deux modèles ainsi que ces deux migrations sont nécessaires. Mais de base, votre dossier application est vide. C'est à vous de créer votre code. Alors bien évidemment, comme je l'ai dit dans l'introduction, le but d'Adonis, c'est de vous empêcher et de vous éviter de prendre des choix. Pas de vous empêcher, de vous éviter de prendre des choix. Vous pouvez toujours décider de changer ou de ne pas utiliser ce qu'Adonis vous propose. Mais Adonis a comme Ruby on Rails d'ailleurs, a la philosophie de configuration, convention plutôt que configuration. C'est-à-dire qu'au lieu de définir que vos vues se trouvent là-dedans, que ici c'est public, que ça fonctionne comme ça et autres, en fait, de base, il vous fournit une configuration qui correspond à 99% des applications, en plus, et si vous l'utilisez, ça va être très simple. Si vous voulez changer, vous pouvez, ça sera juste un peu plus verbeux. Par exemple, si on regarde ce modèle user, donc le modèle, c'est votre référence à la base de données, c'est-à-dire que depuis un user, je peux faire un user, et lui va me retourner le premier utilisateur dans la base de données. Et là, vous vous dites, mais c'est bizarre parce que la classe est presque vide. Si on regarde token, ce faire elle est vide. Voilà, c'est vide. Simplement parce que justement, toutes ces conventions sont là pour vous éviter de taper du code qui, au final, ne sert strictement à rien pour votre application. C'est-à-dire que là, comment il sait qu'il doit aller dans la table tokens? Parce que justement, c'est une convention. Nous prenons le nom du modèle et nous le mettons au pluriel afin de donner le nom de la table. De base, si on revient juste rapidement sur migration, on peut voir qu'on a un champ qui s'appelle timestamp qui va créer des champs created at et updated at. Ça, ce sont des champs, comme leur nom l'indique, c'est quand le modèle, enfin l'enregistrement a été créé, et ça, c'est quand la dernière fois qu'il a été mis à jour. Ils sont gérés de base par Adonis, et ici, on n'a aucune configuration qui vient dessus. Parce que justement, c'est une convention. Mais par contre, si je ne veux pas l'appeler updated at, mais juste dernière mise à jour, je peux ici faire un getter, changer, ça s'appelle updated date, quelque chose comme ça. Et je peux retourner le nom d'un autre champ. Voilà, je veux qu'il s'appelle trucmuch. Voilà. Et puis maintenant, il va utiliser le champ trucmuch de la table tokens. Même chose pour le nom de la table. Ma table, je veux pas qu'elle s'appelle token, je veux qu'elle s'appelle autre chose. Je fais un getter token table et je retourne ma table. Elle va s'appeler Toto. Voilà. Donc maintenant, mon modèle utilise une table Toto et un champ trucmuch pour la date de mise à jour. Donc tout ça, c'est du code à éviter, que vous n'avez pas à taper, parce que de base, si vous suivez les conventions, tout fonctionne très bien. Si on commence un peu à faire du code, pour vous montrer, je vais tout simplement créer un contrôleur. Alors Denis, via son CLI, vous propose plein de générateurs, on va dire ça comme ça, sous make. Ces générateurs, je vais juste augmenter un peu, voilà, n'hésitez pas à me dire si je vais trop vite. Ces générateurs vous permettent de générer une tonne de fichiers, comme des commandes, des contrôleurs, le exception handler, des exceptions, des hooks, des listeners, des middleware, migration, tout ce que vous avez besoin en fait pour faire votre application. Et là, comme j'ai décidé, je vais faire un contrôleur afin d'afficher les utilisateurs que j'ai tout simplement dans mon application. Donc on va appeler la commande make controller. Et là, je vais tout simplement définir un nom, user.
C'est un contrôleur fait pour les requêtes HTTP. Je ne vais pas gérer le WebSocket. Et on peut voir que Adonis m'a tout simplement créé mon petit contrôleur qui est vide. Parce que c'est une simple classe JavaScript au final. Je pourrais plus le nommer comme je veux. Là, j'aurais pu changer son nom. Je peux le changer ici. Je peux le changer là. Ça ne change rien. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, je vais avoir une petite méthode index. Voilà, une méthode qui n'est pas synchrone encore. Donc, je vais enlever le A5. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout simplement retourner hello. Hello ES Community. Allez, on fait comme dans les conférences où on dit bonjour aux gens qu'on présente. J'aimerais maintenant tout simplement appeler cette fonction de mon fichier route. Donc je vais aller dans mon fichier route ici. Et on va supprimer ça. Et je vais dire que quand je vais chercher en get sur la route, ici j'envoie un deuxième argument qui est le nom de mon contrôleur. Il y a plusieurs contrôleurs. Ou, si vous voulez le mettre ailleurs, le chemin complet. Le chemin complet de l'IOC. À savoir que votre dossier app ici est chargé entièrement par le namespace app. Quand je dis chargé, c'est-à-dire que si vous tapez app contrôleur, comme ça, slash, là c'est exactement le nom du fichier, voilà. Ce call dans l'IOC, donc si je prends ça et je le mets ici, va vous charger ce fichier-là. Les contrôleurs étant base ici, je peux juste lui donner son nom et il va savoir que je dois aller là-dedans. Alors je mets son nom. Maintenant j'ai envie de préciser que j'ai envie d'avoir la fonction index. Alors je mets .index, comme si j'appelais la fonction. Et à ce moment-là, sachant que ici je retourne LOS Community, si je vais voir dans mon Chrome et je refresh, j'ai un root not found test, hop, j'ai un LOS Community. Donc là, notre application est passée par le routeur, a vu que ma route correspondait à ceci, a vu que je l'ai bindé à un contrôleur, va dans le contrôleur, appelle la méthode index, et là je retourne ce que je veux. Donc je retourne ici un string, je peux retourner du JSON simple. On va mettre un hello 2.world. Je retourne du JSON. J'ai du JSON retourné. Je peux retourner une vue, et ça on verra par la suite, en utilisant notre layer ici qui est edge ou autre chose. Je peux retourner en 300, en 204 ou n'importe quel code HTTP. C'est à moi qui décide, c'est mon application. À savoir que je peux aussi, pour prototyper, utiliser une closure ici, et ça reviendra au même. Donc là, je fais retourne hello world, et j'ai une parenthèse de trop. Ici, j'ai un hello world. Ok. Je dis simplement utiliser le contrôleur directement. Voilà. Ici. Maintenant, c'est bien joli de retourner des hello world, hein, c'est ce qu'on tous les benchmarks, mais c'est pas ça qui va nous faire devenir riches ou nous intriguer. Nous, en tant que développeurs, on sait très bien que le hello ou la c'est sympa aussi, mais c'est pas des vraies applications. Ça ne montre pas la complexité d'une vraie application et comment on la construit. Donc là, nous sommes dans notre route handler, on va l'appeler comme ça. Et en paramètre, nous avons le contexte HTTP. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le JavaScript est un langage asynchrone, ce qui veut dire que nous ne pouvons pas avoir enfin on peut, mais c'est pas conseillé d'avoir de globals. Donc une global, c'est une variable qui est globale à votre application. Contrairement à un autre langage comme Ruby ou PHP. Par exemple, pour ceux qui utilisent Laravel ou même Ruby on Rails, si vous appelez tout simplement des globales type auth ou autre, ces globales possèdent votre utilisateur. Le problème, c'est que en JavaScript, pendant l'exécution d'un code, il y a une deuxième requête qui arrive. Et votre global va être réécrite par cette deuxième requête. Et du coup, votre première requête qui n'est pas encore finie va tout simplement avoir la globale de l'autre requête. Et là, ça crée une combinaison pas possible. Donc, nous ne pouvons pas avoir de global. Alors, comment on fait? On a tout simplement un contexte qui est, on va dire, traîné, même si c'est un terme pas très beau. Il est traîné tout le long du cycle de vie de votre application. Il est envoyé dans votre middleware et il est envoyé dans votre contrôleur. On peut l'utiliser comme ça en CTX, ici, ou en utilisant la fabuleuse déstructuration de ES 2015. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dedans? On peut tout simplement trouver l'objet request, qui est la requête qu'on a reçue, l'objet réponse, qui est la réponse qu'on a envie de renvoyer, et on en a d'autres. On a par exemple auth, on a view,
et on a tout ce que les providers ont envie d'ajouter. Donc les providers ajoutent dans ce contexte qu'ils ont envie. Si vous avez un plugin, par exemple, vous pouvez ajouter dans le contexte ce que vous voulez. Les middleware peuvent également modifier le contenu du contexte. Donc là, je vais récupérer Aucan pour le moment. Et je vais tout simplement utiliser le modèle user. Donc je définis un require en haut. Là, je fais comme je l'ai expliqué avant. Je vais chercher le fichier qui est dans app modèle user, qui est donc mon modèle. Et depuis là, j'ai accès à l'ORM Lucid. Donc en ORM, qu'est-ce que c'est? En ORM, c'est une aide pour accéder aux données. C'est-à-dire qu'au lieu de vous taper de l'SQL directement ou n'importe quoi d'autre, si vous utilisez SQLite, Postgres ou autre, vous n'utilisez pas forcément du SQL comme vous l'avez appris avec MySQL, c'est embêtant dans une application. Premièrement, parce que c'est spécifique à un gestionnaire de base de données, et deuxièmement, parce que c'est pas forcément très simple et compréhensible à voir. Donc, Adonis propose un ORM qui vous permet, comme je vous l'ai expliqué, de faire first, par exemple, ou d'utiliser un query builder qui va permettre de construire des queries avec du code. Alors là, je peux appeler le query builder du modèle user, et là, je peux ajouter des joins. Je peux dire where username est égal à Toto. Voilà. Et là, il va me chercher le user ou les users qui ont eu le username qui est égal à Toto. Nous avons d'autres comme user all, qui lui va tout simplement retourner tous les users, comme son nom l'indique. Et du coup, on va return, on va le stocker. On va le stocker et je vais tout simplement le return. C'est plus joli. Il manque le petit await. C'est du code asynchrone, hein, donc on ne peut pas le await. Et je vais retourner directement les utilisateurs comme ça. Si je refresh, mon application a crashé, je l'ai coupé. Quelle est l'erreur? Ah oui, bien évidemment. Je n'ai pas défini de base de données, du coup je vais installer SQLite 3. Voilà, on va utiliser SQLite 3. Pour le talk, ça sera plus simple. Il n'y a pas de question, c'est magnifique, il y a un grand silence. Ah. Alors, ça prend un petit moment, voilà. Et je vais lancer mes migrations. À savoir aussi, du coup je vais vous montrer, vous vous dites, mais du coup si on doit utiliser Adonis ou autre, la commande Adonis pour faire toutes ces choses-là, on va devoir installer le CLI en... Alors non, parce que nous avons ici un fichier ACE qui est en fait le module de commande. Et du coup, si je fais node ACE, j'ai des commandes. J'en ai moins parce que tous les générateurs ici ne sont pas utiles en production. Et ces générateurs sont stockés dans le CLI global. Ils ne sont pas stockés en interne de votre application parce que vous n'en avez pas besoin. Du coup, en production, il suffit de faire un node ACE. Et là, vous pouvez utiliser les commandes qui sont normalement utiles à la production, comme les migrations Lucid. Et pour le coup, là, je vais faire en migration run. Ça va tout simplement lancer mes migrations. Les deux migrations qu'on a vues avant, user et token. Et ça m'a créé un fichier là-dedans, Adonis SQLite. Voilà. Hop, et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? On s'en fiche. Et du coup, normalement, l'application ne crache plus, sauf si je l'ai coupé, je crois que je l'ai coupé. Hop, on la relance, hop, et on referme ça, on oublie. Voilà, et du coup, là, j'ai un tableau de user vide, ce qui est tout à fait normal. Du coup, j'ai aucun user dans ma base de données. Pourquoi on ne ferait pas peut-être une autre petite route, hein, je vais l'appeler store. Voilà, il prend toujours rien. Hein. Contexte. Et lui, ce qu'il va faire, il va tout simplement... Non, même pas. Je vais même pas le mettre là. Ça va peut-être vous embrouiller du coup. Je vais le mettre ici. Donc, je fais un get sur create user. Voilà, un super URL qui n'est pas forcément comme tout le monde l'apprécierait, mais c'est pas grave. On crée une petite fonction. Et cette route va simplement... Donc, comment ajouter un user? Et ben, de nouveau, avec l'ORM, je vais tout simplement charger mon modèle ici. Modèle user. Voilà. Donc, à nouveau, ça, c'est simplement le chemin jusqu'au fichier, rien de bien sorcier. Et c'est comme si je vais appeler create. Avec un petit await. Et ici, je vais définir du coup mes champs dans un JSON tout simple. Donc, mon user il va s'appeler Romance. Ici, hop, le password, je vais dire que c'est secret. Et je crois que c'est tout. Je vais juste aller voir la migration.
user, boum, j'ai l'email aussi. Et l'email, ça va être example. Voilà. Et la petite virgule ici. Donc maintenant, si je vais appeler cette route, je vais peut-être juste retourner en JSON, pourquoi pas, qui va nous dire user create. Voilà. Alors je vais appeler cette méthode create user, enfin cette route qui me rend user created. Du coup, si je vais sur ma racine, boum, j'ai mon premier user ici qu'on a défini, donc l'ID en username défini comme avant, l'email comme je l'ai défini, le mot de passe qu'on peut voir il était haché par decrypt de base, on verra par la suite, et j'ai mes deux fameux champs created at et updated at qui sont à la même date vu que je viens d'écrire d'ailleurs il est bien 21h24. Donc on a utilisé l'ORM ici pour créer un utilisateur. Alors bien évidemment vous n'allez jamais en brut vos données comme ça, vous utilisez en formulaire. Alors pourquoi on n'utiliserait justement pas en formulaire? En faisant moi j'aime bien travailler avec des ressources. Une ressource, pour moi c'est une collection, donc je vais la mettre au pluriel, users, et j'aime bien suivre les méthodes resourceful, et d'ailleurs je vais supprimer ce modèle, switch pour vous montrer quelque chose de sympa, sujet, je le delete. Grave. Alors, si je fais un Adonis mécontent, si vous ne savez pas quoi passer comme argument, ici, il faut simplement faire dash help, et puis il va vous aider. Et là, on peut voir qu'on a ressources, et pas reste. Et ça nous permet de créer des méthodes ressources. Alors, resourceful. Alors, on va le refaire, du coup, notre contrôleur user. Alors que là, vous pouvez mettre user, users ou user contrôleur. Il vous fera tout, votre fichier va s'appeler user au singulier contrôleur. Voilà, c'est une norme, vous pouvez le changer par la suite, mais le générateur va vous faire comme ça. Il ne faut pas vous dire que c'est un bug ou autre. Je définis que c'est pour le type HTTP. Et du coup, si on retourne dans notre fichier, on a plein de méthodes, avec d'ailleurs une petite documentation. Ces méthodes sont précodées avec le contexte que vous devriez avoir besoin d'utiliser normalement si vous faites une application full stack. Je vais juste enlever ce commentaire. Voilà. Et là, nous avons les 7 méthodes resourceful. Et à savoir qu'en contrôleur resourceful, logiquement, ne devrait avoir aucune autre méthode, on va dire publique. Publique, donc, qui ne sont pas pour de la logique interne, qui sont utilisables depuis des routes. Nous avons donc index, qui permet de lister dans la ressource. Create, qui lui il n'existe pas si vous faites une API, il va rendre le formulaire qui permet de créer la ressource. Store, qui va stocker la ressource, show qui l'affiche, edit c'est la même chose que le create mais pour mettre à jour, donc il va afficher le formulaire de mise à jour, update il le met à jour, et destroy parce que delete est un mot réservé en JavaScript, va détruire votre ressource. Nous avons également les verbes ici avec l'URL comment ça devrait être nommé. Bien sûr vous pouvez changer si vous voulez quelque chose de resourceful. Donc là on peut voir que j'ai users/create, je vais le définir ici. User/create et ça va chercher le contrôleur userController.create. Je remets celui-là. Là vous dites ouais mais attends, une ressource ça a 7 méthodes publiques, c'est-à-dire qu'on va se taper 7 routes à chaque ressource. Une application a plus de 10 ressources, c'est infernal. Alors Adonis, le routeur d'Adonis, comme d'ailleurs le routeur je crois de Rails et de Laravel le font aussi, on propose une méthode qui s'appelle ressource pour simplement définir une ressource. Puis là vous allez définir le nom de la ressource. Je crois que c'est le nom. Comme ça, on ira voir la doc. Et quel contrôleur va le gérer? Et c'est user controller. Et là, si j'appelle la commande Adonis route list, il va me lister les routes comme l'application a, simplement enregistré. Et là, on peut voir que j'ai mis cette route avec les verbes juste get, post, put, patch, delete, donc les verbes rest, qui sont automatiquement bindés à mon contrôleur. Et on leur a donné un nom, et on verra par la suite. Et il y a 0 de middleware qui sont mappés, et 0 domaine, ça on verra peut-être par la suite si on a le temps, sinon il y a la doc, mappé à ces routes. Alors vous dites, ouais c'est cool, mais moi je fais une API, comment je fais? Alors vous pouvez ajouter API only, qui lui va tout simplement supprimer le create et le edit. Donc si je refais un route list, vous n'avez plus create et edit, parce qu'ils sont inutiles lors d'une API. Vous avez également d'autres méthodes assez sympas comme only, et là vous passez un tableau de ce que vous voulez, donc je veux seulement le show.
Alors, je fais une ressource, mais je veux seulement le show. Et du coup, ça va vous garder que le show. À l'inverse, si vous avez envie de dégager, enfin de garder tout, mais enlever juste le show, vous avez accept, qui va faire exactement l'inverse. Donc là, on aura tout sauf le show. Voilà. Nous, on veut tout pour le coup. Voilà. Donc là, j'ai mon fichier route, bien, qui est une ressource users et qui pointe sur le contrôleur user. Donc maintenant, je suis dans mon code ici. Et là, on a dit que du coup, je voulais afficher un formulaire. J'ai pas besoin de ça, pour le coup. Et avec ma vue, enfin, je vais tout simplement prendre une vue. Donc, j'utilise le contexte de ma vue. J'utilise la méthode render. Et là, je vais tout simplement lui passer un chemin jusqu'à ma vue. Savoir qu'il commence depuis déjà le dossier view. Donc là, je peux mettre welcome. Alors, personnellement, j'aime bien classer mes vues un peu de la même manière sourceful que mes URL. Donc, je vais me créer un petit dossier users. Et dedans, je vais créer tout simplement create.edge. Je vais supprimer celui-là. Voilà. Alors, savoir que ça va pas être du grand design, hein, je vous préviens déjà d'avance. Donc là, je suis dans le dossier users, et au lieu de mettre un slash, ça marche aussi, on met des points, voilà, parce que c'est sexy, hein, les points JavaScript. Hein. C'est comme ça que tu appelles quelque chose dans un objet, c'est sexy, non, il n'y a pas de raison. Les points, c'est cool, du coup, on met des points. Ici, en deuxième argument, on peut passer des données qu'on a envie de passer à la vue. En l'occurrence, vu que c'est un formulaire et on n'a aucun select spécial et tout, on va pas en mettre. Donc, je rends simplement ma vue. Donc là, logiquement, si je vais sur /user/create, j'ai une page vide. J'ai oublié de lancer le serveur, on va vite le lancer. Voilà. Là, logiquement, j'ai une page vide. Parfait. On va peut-être tester le rendu de la vue. Donc, on va faire un petit hello world en HTML. Ça marche. Top. Alors, on va commencer à faire notre formulaire. Donc, on a un formulaire comme ceci. Voilà. On va d'abord commencer à faire un doctype. C'est mieux. Hop, comme ça on verra le système de templating au complet. Oh mon dieu, ça fait longtemps que je l'ai plus fait. Je ne sais même pas pourquoi mon générateur ne fonctionne pas. Un petit head, on va le laisser vide. Je vais l'enlever. Et le body, voilà. Et là, du coup, on a un petit formulaire. Alors dans notre formulaire, on aura des inputs, voilà. Type texte, parfait. Il aura le nom de username. On a dit qu'on avait en password. Du coup, du type password. Est-ce qu'on garde le mail? On va garder le mail. Du coup, on a un petit champ de type email. Oups. Voilà. Et quasiment email. Qui est sur un formulaire sans joli bouton. Un bouton de type submit. Et qui va s'appeler sauvegarde. Voilà. Donc ça, c'est de... Ouais, on va peut-être mettre des petits labels quand même. On va mettre des placeholders. Tout simple. Comme ça, au niveau visuel, ça gagne toujours une note de plus. Et password. Voilà. Donc là, notre formulaire, quand on l'envoie, il ne va rien faire parce qu'on n'a rien défini ici. Donc là, on va déjà définir la méthode qu'on veut utiliser. Donc la méthode, c'est post. Donc on poste dans notre ressource. Et là, on a plusieurs choix pour l'action. Soit on définit tout simplement l'URL à la main, user, avec un slash devant, on ne peut pas oublier. Soit on a un helper donné par Adonis qui s'appelle route. Voilà, route comme ça. Donc on appelle les deux brackets ici pour dire je veux afficher une donnée qui n'est pas de l'HTML simple. J'appelle la fonction route, et là, on va tout simplement lui donner le nom de nos routes. Donc, si je reviens ici, on peut voir que nos routes ont des noms. Et là, je veux du coup user store. Donc, je le mets simplement ici en tant que string simple. Dedans. Alors, et du coup, si je refresh ma page ici, et que je regarde, on peut voir qu'il a simplement transformé en /users. Alors, à quoi ça sert? C'est tout simplement que, des fois, possiblement, vous avez envie de changer les routes de votre application. On sait tous qu'on a un déci. Est-ce qu'on a appelé ça /members, /users, je sais pas, /accounts, peut-être. On n'est jamais vraiment sûr. Du coup, définir un nom nous permet d'avoir dynamiquement de changer l'URL en fait, sans casser toute notre application, vu que l'URL est générée dynamiquement. Alors par contre, vous la cassez si vous avez enregistré des marques ou si vous donnez le lien ailleurs. Mais ça peut toujours être utile. Personnellement, je suis confiant, j'utilise /user. Voilà. Donc là, je pourrais par exemple poster hop, mon payload, hop, je l'envoie. Bon, il ne va rien se passer parce qu'on doit coder là-dedans. Donc là, nous avons le store. Le store, lui, reçoit donc requête réponse, je vais supprimer celui-là,
et on va retourner tout simplement le body de la requête. Request all. All est une méthode de request qui va simplement retourner tout ce qu'il y a dans get ou les paramètres post. Et du coup, si j'envoie ça, super, je vais peut-être mettre le champ en texte pour faire les essais. On refresh, ASD, ASD, ASD. Il me retourne invalide CSRF token. Comme on l'a dit dans l'introduction, Adonis vous protège contre plusieurs attaques web de base, dont l'attaque CSRF. Alors comment faire pour invalider, pour du coup éviter d'avoir cette erreur? C'est en y ajoutant un token CSRF. Donc tout simple, on a une fonction CSRF token qu'on appelle. Du coup, si je reviens en arrière, je refresh. C'est pas cette fonction, c'est parfait. CSRF field, autant pour moi. Voilà. Et je refresh, on peut voir que cette fonction est dans notre input, enfin en input dans notre en hidden qui s'appelle CSRF souligné et qui a une valeur aléatoire. C'est un token. Ce token est stocké en session en interne par Adonis et va par rapport à, si je retourne donc ici, kernel, être relu dans le shield ici. Il va être relu. Donc à ce moment-là, il va tout simplement vérifier que le token que vous avez dans le formulaire correspond au token défini dans la fonction. Si oui, la requête passe, sinon vous avez la belle erreur qu'on a eue. En ajoutant donc ce champ ici, je peux tout simplement rappeler mes méthodes, cliquer sur sauvegarder, et là, j'ai le body que j'ai envoyé, le payload. Donc on peut voir que c'est les champs que j'ai renseignés plus le token ID. Parfait. Sachant qu'on ne veut pas utiliser request all, parce que ça veut dire que n'importe qui dans l'application pourrait modifier l'HTML et modifier le body. Donc si on fait un save de ça, c'est pas très sécurisé. Donc on a un only qui va tout simplement nous sélectionner les champs qu'on a envie. Donc là, moi j'ai envie de username, j'ai envie de password, et puis email. Je vais prendre avant. Oups. Email. Voilà, c'est magnifique. Et du coup, je vais les stocker. Donc, je vais les stocker dans un truc que je vais appeler data. Voilà, donc là, j'ai mes champs. Seulement ce que j'ai envie, username, email, password. Donc CSRF, on l'oublie. Dans mon objet data. Et je vais tout simplement le stocker. Donc ici, je vais require user. Hop, modèle user. Et je vais utiliser, comme on a vu juste avant, user create. Ce fois, ça retourne le user, donc je vais le stocker. Je vais mettre ça là, et je vais le retourner. Non, on ne retourne pas. Pour la bien belle et bonne raison que si tu fais du full stack, comme là on le fait donc avec du SSR, bon, je peux le retourner pour l'exemple, mais tu ne sais pas censé retourner du. Du coup, ce qu'on va faire, on va simplement utiliser le response, et le response va retourner une réponse et qui est en redirect. Généralement, les méthodes telles que store ou update ou même destroy sont censées retourner une redirection. Parce qu'une fois que l'action est finie, il vous redirige vers une URL. Alors là, je peux choisir où je veux le rediriger. J'ai même l'option back où j'étais juste avant. Et là, on va l'envoyer sur /user qu'on n'a pas encore créé. Donc on va le faire vite maintenant avant de tester notre formulaire. /user, c'est exactement ce qu'on a défini avant. Donc je vais directement faire ça. Je vais récupérer mes users et je vais les retourner. Donc là, je retourne l'user pour l'exemple et après, on fera une vue qui va lister mes users. Du coup, une fois le code fait, ici, je vais refresh pour être sûr, je vais créer un utilisateur qui aura un username de Fraxken. Parfait. Il a un mail de John Doe et un mot de passe, ça sera secret. Je sauvegarde et mon user a été créé. Il a l'ID 2, il a été créé à telle date, il a son email et il a son password haché. Alors pour vous expliquer pourquoi le password est haché comme ça, tout simplement parce que on a des hooks. Donc comme les middleware sont des hooks dans le lifecycle de l'application, nous avons des hooks dans les modèles pour faire des choses pendant, avant ou après avoir fait une action sur votre modèle. Là, on peut voir qu'on a un hook qui est d'ailleurs documenté, qui va hacher le mot de passe de l'utilisateur avant de sauvegarder. Donc, avant de sauvegarder, il va vérifier déjà son. Parce que si par exemple vous avez un formulaire qui met à jour l'utilisateur, vous n'avez pas forcément envie de hacher le hash. Parce que dans ce cas, l'utilisateur ne pourra plus se connecter.
Donc on va vérifier ici, est-ce que le mot de passe a été modifié? Si oui, on va le hasher via hash qui est quelque chose fourni par Adonis, et on va le stocker, tout simplement. Donc c'est pour ça que le mot de passe est haché. Si j'enlève ça, le mot de passe sera plus haché. Voilà, c'était la petite explication. Du coup, ça fonctionne. On est content. C'est pas ça. Ah, on est content, on reçoit notre deuxième utilisateur. Alors maintenant, au lieu d'avoir un JSON ici, qui est nulle part, on va peut-être avoir une petite vue sympathique. Donc je vais créer ma petite vue index.edge. Et là, je me dis, bon, je vais devoir quand même dupliquer tout ça. Enfin, c'est pas non plus pratique. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va créer simplement un template. Donc j'aime bien avoir mon dossier qui s'appelle layout. Et dedans, j'ai un app.edge où là je vais mettre mon template initial. À savoir que vous pouvez avoir autant de templates que vous voulez. Vous pouvez avoir admin, app, master, comme vous voulez les appeler. C'est vous qui choisissez. Et là je vais le fermer l'HTML. Et du coup ici, je vais définir ce point qui va laisser aller. C'est une syntaxe peut-être un peu spéciale pour vous. Et alors je ne suis même pas sur ça. Il va aller. C'est section. Et là je vais l'appeler content. Voilà. Donc là, qu'est-ce que ça fait? Alors, section est un tag de Adonis, qu'on va d'ailleurs utiliser ici. Section, vous définissez un nom, content, et il se termine. End section. Donc tout ce qu'il y a là-dedans, ça va se retrouver dans où vous utilisez la section en haut. Alors, en tag edge le template engine, est fermant. C'est-à-dire, enfin, il n'est pas fermant. Vous devez le fermer. Donc, vous avez début, fin. Même chose pour les if. Vous avez début, fin. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez envie de auto-fermer le tag? Nous avons la syntaxe tout simplement de mettre un point d'exclamation après. Donc ce tag-là, qui est un tag normalement qui n'est pas ouvrant-fermant, enfin qui est ouvrant-fermant, je veux dire comme ça, si vous le définissez comme ça, ça veut dire qu'il est autant-fermant, donc il va auto-se-fermer. Et là, du coup, ça va prendre, tout simplement, ça va afficher le contenu, je crois vraiment que c'est id en fait, mais on va tout de suite vérifier, de content, que je définis ici. Donc là, si je fais un hachant hello world, et je prie pour que ça fonctionne, donc je vais juste retourner ma vue ici. Je prends un petit ça, comme ça. Je vais return view.render, on a dit que c'était users.index. J'envoie pas encore mes données, on va juste vérifier que ça fait ça. Et parfait, il me crash, donc c'était id. Voilà. Non. Alors ça tombe bien, la doc intervient. Alors allons voir la doc. Edge.adnjs.com, documentation, layout. Alors qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, bien évidemment. Dans mon fichier index.edge, je vais définir quel layout il a utilisé, et ça se fait en utilisant le tag layout. Et là, vous donnez le chemin jusqu'à votre layout. Donc là, c'est layout.app. Et du coup, là, ça devrait être bon. Parfait. Donc, c'était pas id, c'était bien section. Donc, j'ai juste manqué juste ça. Voilà. Hello world. À savoir que ici, je peux très bien aussi faire un tag comme ça. Et du coup, si là, je mets par exemple un H1 qui est appelé LOES, ce H1 là va être en fait utilisé si dans ma vue je ne le définis pas. C'est-à-dire si là j'enlève, il va être utilisé en tant que fallback. Mais s'il est écrit dans une vue, il va être, enfin la section de la vue va plutôt être utilisée. Alors en l'occurrence j'en ai pas besoin, d'où le fait que ce tag soit auto comme ça, c'est tout. Bref, beaucoup de blabla pour pas grand chose. Je vais utiliser la même chose ici, donc je vais mettre mon layout qui va être layout.app. Et là j'ai ma section, on a dit que c'était content. Hop, on ferme ça, end section. Voilà, ça fonctionne la même chose. Et du coup, ici, je vais recevoir tout simplement, je vais les renvoyer ici. Donc là, on envoie en payload JSON. Je vais envoyer mes users. Et là, il y a un truc que beaucoup de gens ont des problèmes avec. Je vais appeler la fonction toJSON. Alors, à savoir qu'Adonis le fait automatiquement envoyer au modèle. Qu'est-ce que ça fait? En gros, cette méthode-là ne va pas vous retourner directement en tableau ou le modèle que vous avez envie. Il va vous retourner une instance, donc user, qui possède plein de méthodes, et il va vous retourner surtout un serializer qui vous permet d'appeler des méthodes comme toJSON ou toXML, toYAML ou tout ce que vous avez envie. C'est vous qui vous choisissez. De base, le site donne un serializer, vous pouvez très bien utiliser un autre, et
tout ça est défini dans la configuration. Je ne sais plus vraiment où, dedans. Je ne sais plus où c'est, mais vous pouvez changer. Et appeler toJSON va tout simplement passer à travers plein de méthodes dans votre modèle et vous retourner en JSON. Donc, une sorte de plus petit des attributs que vous avez stockés en base de données. Et ce qu'il va faire, par exemple, dans ce toJSON là, il va aller dans votre modèle et là, vous pouvez avoir des getters, par exemple, hidden, qui va vous permettre de supprimer des champs de votre. Par exemple, j'ai pas envie que les gens voient le password. Donc, je vais tout simplement dire que ici que je return password dans un tableau. Et là, ce qu'il va faire, lorsque vous appelez le toJSON, il va enlever le champ password de votre payload. Et il y a plein d'autres méthodes comme ça. Vous pouvez formater vos dates, vous pouvez enlever des champs, vous pouvez ajouter des champs avec les computed properties. Il va également, on verra ça par la suite, il y a des relations, et il va vous les ajouter dans votre payload. Et tout ça. Donc toJSON va tout simplement vous permettre d'avoir JSON 5. Donc par la suite, vous pourrez par contre plus utiliser de méthode JavaScript. Donc c'est vraiment le pur. Et c'est conseillé de l'utiliser à ce moment-là et pas plus tard, parce que vous pouvez plus tard aussi, parce que dans votre vue, vous ne pouvez pas faire d'appels spéciaux. Votre vue n'est pas asynchrone. Vous ne pouvez pas faire comme on voit dans beaucoup d'applications où la personne elle a, je sais pas, un user, puis il veut charger des posts, donc il fait post, puis il veut charger l'auteur des posts, ou j'en sais rien. Et là, vous vous retrouvez avec 400 queries qui sont effectuées en affichant votre vue, parce que dans votre vue, dans une boucle, vous allez faire des queries SQL. Alors, pour éviter ce problème, le plus simple, c'était d'empêcher les gens de le faire. Donc, les vues ne sont pas asynchrones. Donc là-dedans, maintenant, j'aurai un objet, user, qui possède donc, j'aurai un users, donc un tableau d'objets, qui possède donc juste un JSON de mes users. Et là, après, je vais tout simplement appeler la méthode each, donc each user in users. C'est une boucle. Donc, à savoir, toutes ces méthodes sont documentées dans la présentation d'Adonis. Et qu'est-ce qu'on va faire? Je vais afficher le user.username. Et puis c'est tout. On va faire ça dans une liste. Donc, j'ai un UL. Hop. Eli. Hop. Voilà. Et du coup, si je vais juste indenter ça, voilà, si je regarde ici, j'ai donc bien ma petite liste à puces qui est pas belle, mais c'est pas grave, qui me présente mes deux users que j'ai insérés. Et du coup, si j'en insère en troisième, et là je vais l'appeler Tito, voilà, qui va utiliser markdown@example.com. Donc, hop, il est ajouté dans mes users. Donc là, on a créé juste une petite crête simple pour créer nos ressources. Je ne vais pas passer par update, destroy ou autre, parce que vous l'aurez compris, c'est des méthodes toutes simples. Hein. Votre contrôleur, il n'est pas très long. Donc dans le show, vous retournez simplement vue user. Dans le edit, vous retournez en formulaire. Dans le date, c'est un peu comme le store, sauf qu'au lieu de le créer, vous faites en merge et ça va mettre à jour les données. Et le destroy, c'est un delete. Enfin, je ne vais pas passer à travers tout. Peut-être voir des choses un peu plus intéressantes. Par contre, je vois que c'est déjà 22h07. Donc je vais déjà peut-être répondre à des questions s'il y a des gens qui ont des questions avant peut-être que j'ai plus loin. Je sais pas si les gens ont des questions ou ont peut-être envie de faire une petite pause. Ouais, j'ai les deux, il n'y a pas de questions. Mais du coup, c'est là qui vous viennent maintenant en jouant NoSQL. Alors, comme je l'ai dit, je crois, en tout cas au début, c'est pas prévu d'être supporté nativement, dans le sens lucide. Donc l'ORM va pas gérer des bases de données NoSQL, mais actuellement on a un provider pour Redis qui est du NoSQL, et vous avez également plein de packages qui existent, que ce soit pour Adonis, ou vous pouvez même utiliser les packages standards pour utiliser des trucs NoSQL, que ce soit MongoDB, que ce soit Neo4j ou autre. En fait, ce que les gens ont beaucoup de peine avec, c'est quand ils voient ce use là, et ça après, ou même sur le modèle qui est encore plus bizarre, du coup ça, ils se disent ah ouais mais je vais utiliser des use partout, ça va devenir super compliqué et tout.
Mais c'est pas le cas. C'est-à-dire que si tu as envie d'utiliser moment, par exemple, ou Lodash dans ton application, c'est du JavaScript. Donc tu fais const underscore égale require Lodash. Par exemple. Et là, j'ai Lodash. J'ai Lodash et je peux utiliser Lodash dans mon code. C'est du JavaScript, tout simple. Le use n'est pas obligatoire. Le use est utilisé parce qu'il fait appel au container IOC. Mais si tu as envie d'utiliser MongoDB ou Neo4j, Neo4j, ils ont paquet. Voilà. Neo4j, là, je vais l'appeler ma variable Neo. Et tu peux utiliser Neo. Voilà, dans ton contrôleur, tu fais des queries Neo, tu retournes Neo, ou même chose pour MongoDB. Tu peux utiliser Mongoose, il y en a beaucoup qui l'ont fait. La seule différence, c'est que tu n'auras peut-être pas une intégration aussi poussée qu'on a fournie pour le moment avec des méthodes super simples. Mais rien ne t'empêche d'utiliser tous les packages du monde JavaScript. C'est vraiment, c'est vraiment, les personnes voient ce use et se disent je suis bloqué, ou ils se disent comment j'utilise Lodash avec JavaScript, require comme dans n'importe quel fichier JavaScript, parce que Adonis est du JavaScript simple. C'est simplement du JavaScript. C'est pas des fichiers qui vont être compilés, qui vont être buildés ou je ne sais quoi. Non, c'est des. De toute manière, il va être appelé à disparaître le use, non? Lorsque le import sera totalement implémenté. Le use est actuellement utilisé parce qu'il fait beaucoup plus qu'un require. Alors, le import de ESM va avoir des hooks. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir attaquer cet import et puis faire un peu de choses derrière. Donc, oui, le use va disparaître le jour où la syntaxe de import est officiellement accessible dans l'API Node et les hooks fonctionnent aussi. À savoir que le use va tout simplement, pour faire l'ordre un peu, va en premier lieu regarder dans le container s'il y aura des définis. Enfin non, il va d'abord regarder s'il y a un fichier au PAF. Ok, il va vérifier le PAF, vérifier si c'est un fichier. S'il n'y a pas de fichier, il va vérifier dans les bindings et les alias. Vous avez défini. Donc par exemple là, vous pouvez définir que user c'est l'alias pour ça, par exemple. Et s'il ne trouve rien dans tout ça, il va aller faire un require simple. Donc là, si je veux utiliser moment ou le dash, je peux aussi faire comme ça. Et ça marche la même chose. Et en gros, c'est pour ça qu'on utilise le use, parce que ça nous permet de faire ces actions avant de passer dans le require de Node. Et justement, la nouvelle syntaxe ESM de import dans Node aura des hooks. Donc ça va nous permettre de rajouter ça avant de faire le import de base. Et donc oui, le use va disparaître le jour où on aura ça à disposition. Voilà. Et c'est pour ça qu'on utilise use, on utilise un require. À savoir que là, vous pouvez très bien require ce fichier aussi. Hein, vous n'êtes pas obligé d'utiliser use. C'est juste que pour moi, c'est plus joli d'avoir ça que d'avoir un require join dirname .. enfin et tout. Donc c'est pour ça. Et ça nous permet du coup d'avoir cette abstraction en plus qui sera bientôt disponible. Donc on sera content. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Il y a moyen de changer l'interpréteur Node à la volée, genre par exemple utiliser TS Node. J'ai comment ça? J'ai pas compris. L'interpréteur Node. Enfin, quand tu lances ton truc Adonis avec Adonis Serve, il te le lance de base de choix pour pas qu'il le lance avec un truc comme TS Node. Attends, ça a lagué. Ça a lagué, je suis désolé, ça a coupé. Ah merde. Tu peux, enfin, de base, il te choisit Node pour lancer ton application. Tu peux choisir. Oui, par exemple. Alors, tu peux pas, avec le CLI, donc pas avec Adonis, mais rien ne t'empêche de le faire toi-même. Comme je t'ai dit, si je fais un Node serveur JS, ça me le lance. Et ça fonctionne la même chose. Là, mon application, elle fonctionne la même chose. Ça change. Donc là, rien ne t'empêche, toi, je l'avais déjà fait dans un projet d'ailleurs, si tu as TS Node, par exemple, parce que tu as script, d'appeler comme ça. Voilà. Puis par exemple, tu as ton serveur en TS, tu l'appelles et tu as ton application qui lance. Alors, je voulais juste savoir si c'était pris en charge par le CLI. Alors, c'est pas pris en charge par le CLI. Il y a peut-être on va peut-être pouvoir mettre à jour si ça peut être intéressant de mettre dans les paramètres. Tu pourrais mettre, je sais pas, genre en launcher. Et là, tu définis Node de base, tu vois, mais tu pourrais spécifier TS Node. Ça peut être intéressant à ajouter. Pourquoi pas. Il n'y a rien de bloquant. Peut-être que ça peut être ajouté, peut-être pas. Mais en tout cas, tu n'es pas bloqué. Si tu as envie d'utiliser un Node, tu peux. Ok. Vous n'avez peut-être pas d'autres questions, du coup je continue. Vous avez envie que j'arrête? Parce que moi je suis lancé là. Vous avez vu une surface.
plein de trucs, du coup, ok, je continue. Alors, je vais aller juste ouvrir la doc. Et puis, n'hésitez pas à m'interrompre, hein, si vous avez des questions pendant que je fais un truc. Pas hésiter à m'interrompre aussi. Donc, la doc. Là, on a vu la base, à savoir qu'on peut avoir plein de choses, WebSocket, les mails, des systèmes d'événements, le file system, tout ça. Bon, je vous ai un peu dit dans l'introduction. Les validations. Et ce que j'aimerais vous montrer, parce que tout ça, on connaît un peu tout ce qui est authentification, tout ça, enfin la doc est bien, mais c'est les tests. Moi, j'aimerais bien vous présenter les tests, parce que tester une application, c'est pas souvent clair en fait. Comment tester une application? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois moquer? Est-ce que je dois stubs? Est-ce que je dois tester mon application vraiment? Est-ce que je vais faire des items? Les développeurs ont beaucoup de peine à tester leur application et souvent se compliquent la vie en fait. Et du coup, simplement montrer l'application Adonis. Alors là, je vais utiliser pas npm, mais Adonis install. À savoir que je peux définir si j'utilise yarn ou npm ou autre avec commande, base utiliser npm. Pourquoi? Tout simplement parce que, premièrement, il fait un npm install, donc c'est un wrapper. Donc il installe via le gestionnaire paquet qu'on a envie. Puis il va faire deux choses. Il va appeler dans le paquet en fonction, en fichier instruction.js, qui lui va faire des instructions. Donc là, on peut voir qu'il a créé 3 fichiers. Ça peut enregistrer des routes, ça peut déplacer des fichiers et ça peut faire d'autres. Et à la fin, ça va m'afficher tout simplement instruction.markdown, c'est un autre fichier à la racine, qui me dit en fait qu'est-ce que je dois faire pour que ce module fonctionne dans mon application. Donc là, blablabla, hop, ok, je dois prendre ce namespace, je dois me mettre dans le ACE provider, donc là, je sais qu'il est dans app. Et ça, ici, je le mets dedans, hop, qu'est-ce que je dois faire après? Ok, alors ça m'a ajouté une commande test, help, et ça m'a créé un env test. Ok, parfait. Donc là, normalement, si je lance Adonis, je devrais avoir une commande Adonis test. Elle est là. Ok, ça va fonctionner. C'est parfait. J'ai un petit dossier test qui s'est créé, j'ai un exemple de test, donc on va le lancer. Ça devrait retourner true. Hop, make sure 2 plus 2 égale 4. Parfait. J'ai mon module qui fonctionne, ça fait les tests, ça les lance, tout est bon, tout est bien. Faisons le premier test. Je vais tout simplement rename ça en users, vu qu'on l'a créé sur les users. Et ce test-là, on va enlever son nom. Alors, je vais vous expliquer ma façon de tester les applications. Il y a plein de façons de la tester. Mon but, c'est de tester simplement, mais efficacement. Alors, ça va, on peut rien dire et tout dire à la fin. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui vont vous expliquer que les tests doivent être unitaires, donc à l'unité, c'est-à-dire que vous devez écraser tous les modules que vous utilisez et seulement tester les 3 bouts de code que vous avez envie de tester. Par exemple, imaginons que j'ai envie de tester. Imaginons que j'ai une classe qui va s'appeler une fonction qui s'appelle sum. Cette fonction prend A et B, puis il me retourne A plus B. Donc là, le test pour tester cette fonction, là, vous dites simple. T'envoies 2, 3, tu vérifies que ça retourne 5. T'envoies 4, 4, tu vérifies que ça retourne 8. Et là, c'est un test unitaire parce qu'on teste que cette méthode. Par exemple, dans Adonis, on a un écosystème complet autour et c'est quasiment impossible de tester unitairement quelque chose. Par exemple, si tu me dis j'ai envie de tester unitairement mon contrôleur, voilà, la méthode index, au final, qu'est-ce que tu testes? Rien du tout, parce que tu utilises l'ORM et tu utilises le système de vue. Donc, ce que tu vas tester dans ton code, ça va être la syntaxe. Tu vas vérifier que ta syntaxe est correcte. Ça, ton code ne va rien tester, parce que tu vas moquer ça. Pour ceux qui savent pas ce que c'est moquer, c'est modifier la fonctionnalité d'un objet pour que ça soit propice au test. Par exemple, tu moques en service HTTP pour qu'il n'envoie pas la requête, et tu vas simplement lui dire qu'au lieu qu'il envoie la requête, il va automatiquement retourner en stubs. Et un stubs, c'est une donnée que toi, tu as créée, sans JSON, quoi, par exemple. Et du coup, tu vas dire, voilà, quand j'enverrai une requête à cette URL, tu vas me prendre ce stubs et me le retourner, au lieu de m'envoyer la vraie requête et me retourner. Voilà. Ça, c'est moquer. Et du coup, là, si on moque, ça, on peut lui dire, tu vas me retourner en arrêt de user, par exemple, pourquoi pas. Et puis là, je sais pas. Là, je ne sais même pas comment on pourrait tester ça. Donc, c'est vraiment, tu te compliques la vie, en fait. Alors qu'au final, tes tests unitaires pourraient très bien
tous passer. Imagine que tu as 2000 tests, ils sont tous dans le vert, mais ton application ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que tu as moqué à droite à gauche de partout, tu as tout moqué. Et imaginons par exemple qu'on décide de changer comment user all fonctionne, et puis au lieu de te retourner en tableau, c'est toute une autre chose, et ben ton test il va toujours passer, parce qu'il l'appelle pas user all, il appelle ton mock, et ton mock lui va retourner en stubs, et puis tu testes au final que ton stubs fonctionne. Voilà, tu testes ce que tu as reçu, voilà. Mais si la vraie logique change, eh ben ton test il passera toujours, vu que la vraie logique il la teste pas, il teste des choses modifiées. J'espère que je me fais comprendre. Et du coup, comme j'aime écrire mes tests, c'est des tests end-to-end, je crois que ça s'appelle comme ça, qui vont tester la globalité. Parce que ce qui t'intéresse à toi en tant que développeur, et même en tant qu'utilisateur, c'est de vérifier que ton application fonctionne. Alors je dis pas qu'il faut pas faire de tests unitaires. Les tests unitaires, c'est pratique quand vous avez de la logique métier qui sont externalisées. Là, on teste, par exemple, si on va tester des requêtes, on va tester en même temps le routeur, l'ORM, le service de contrôleur, les middleware, on va tout tester à la fois. Donc on ne peut pas vraiment moquer. Par contre, si vous avez un service externalisé qui fait des maths, qui fait des sommes, ben là, rien ne vous empêche de le moquer. Là, vous devez même le tester, rien ne vous empêche de le tester. Et c'est même bien de tester. Donc les tests unitaires, je conseille de les faire quand il y en a l'utilité. Voilà, c'était une petite parenthèse. Du coup, testons. Alors mon test, je vais tout simplement tester que quand je vais être sur /user, voilà ici, j'ai une liste de users. Alors je vais mettre sur make sure, ou là vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, genre ça commence par make sure ou should display des user list. Et du coup, là ce que je vous conseille de faire, et comme j'ai tweeté sur ça cet après-midi, c'est utiliser la nomenclature Gherkin. Alors Gherkin, c'est utilisé par Cucumber et Behat PHP, Cucumber Ruby, pour écrire des tests. Et en fait, c'est des tests écrits. Vous écrivez quelque chose, par exemple, je dis que je clique sur un bouton, et ça va le faire par la suite. Et il y a plusieurs keywords. Il y a given, when, then, and but. Voilà. Et ça, c'est les keywords Gherkin. En gros, ça définit plusieurs étapes. L'étape, qu'est-ce que j'ai au début de mon test? Qu'est-ce que je fais? Et quel est le résultat de ce que j'ai fait? Le end, c'est pour ajouter des actions. Et le but, c'est pour que ce soit en anglais plus simple à utiliser. Donc là, si on prend ces mots et mon test, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh ben, étant donné que j'ai un user, par exemple, quand je vais sur la page /user, qu'est-ce que j'espère? I should see my user list. Voilà. Qu'est-ce que mon test va faire? Je définis mon état, j'ai un user. Qu'est-ce que je fais pour tester? Je vais sur ma page user et je définis du coup que je devrais avoir mes utilisateurs listés. Alors là, c'est des commentaires. Je pense que vous l'avez vu. Du coup, il va rien se passer. Maintenant, c'est à moi de taper le code. Étant donné que j'ai un utilisateur, comment je peux créer un utilisateur? Alors, soit j'utilise le modèle directement, ce qui marche très bien, soit j'utilise une factory. Et on va du coup entrer dans le concept des factories. Une factory, qu'est-ce que c'est? C'est pas très bien commenté. Hop, hop. Une factory, c'est une fabrique, comme son nom l'indique, qui va fabriquer en fait des modèles à la volée. Par exemple, si j'ai envie d'avoir 300 users en une ligne de code, la factory, tu claques des doigts, elle te crée tes 300. Et ça utilise Chance, que nous on appelé Faker, qui va permettre de générer des choses. Par exemple, là, il va générer un username. Et Faker, il peut générer une tonne de choses. On va voir juste la doc. Change.js. On peut voir qu'il peut faire des trucs basiques, des textes, par exemple, tout ce qui est pour une personne, des animaux, des téléphones, des avatars, des API, des URL, des adresses. Il peut générer vraiment une tonne de choses. Et c'était pratique du coup pour avoir des données random. Hein? J'ai freeze? Vous m'entendez? Oui. Ouais, ok, bon. Du coup, qui va permettre de générer des données random. Donc on utilise ça et on envoie un argument. Donc là, par exemple, ma factory qui va travailler sur le modèle user, ben, je définis qu'il va retourner en username, en email également, et puis là, du coup, je vais utiliser un email aléatoire,
Et en même temps, il va me retourner un mot de passe et je vais définir que c'est secret. Voilà, comme ça, il est hard-codé et je pourrais me loguer par la suite si jamais j'ai une authentification. Du coup, je vais dans mon petit test. Je vais chercher mes factories. Donc là, j'utilise l'IOC container et c'est stocké sur factory. Et là, je vais tout simplement await en factory. Je vais dire le modèle sur lequel je travaille. C'est le modèle user. Et je vais dire create. Donc, je viens de le stocker. Donc là, ce bout de code-là, il va tout simplement me créer un user aléatoirement. Hop. D'ailleurs, je vais le tester. On a un REPL, je ne sais pas comment ça se prononce, qui me permet de taper des commandes dans Adonis, de Adonis ici. Donc je vais faire quoi dans mon scope ici, à nouveau ma factory. Voilà. Et au lieu d'appeler create, je vais appeler make en mémoire. Et on va voir ce qu'il me retourne. Et là, on peut voir qui m'a retourné. Bon, en proxy, mais ça c'est la magie derrière. Un user qui a donc les attributs iwap zoo@wimazo.za est secret. Voilà, donc ça semble marcher. Ma factory me génère un user pour la mémoire. Du coup, si je sors, super, voilà. Puis je vais mettre ça un peu plus petit. Hop là. Là, donc ça va avec le create me le stocker en mémoire, dans la base de données. Et du coup, je définis, je stocke dans user. Donc là, given I have a user, c'est bon, j'ai un utilisateur. Maintenant, la suite. Quand je vais sur la page /user, alors là, j'ai plusieurs possibilités. Soit j'utilise le client REST, c'est-à-dire, enfin, le client HTTP au final, c'est-à-dire que je fais faire un call HTTP et du coup, c'est utilisé pour des API. Je peux vérifier le body de la page ou même le texte complet, mais du coup, c'est de l'HTML pur. Soit je fais des tests navigateurs qui lui va lancer en fait un navigateur et va effectuer mes tests à la volée. Ce qui est très pratique, c'est que ça fonctionne avec le JavaScript. Vu qu'il utilise un navigateur, il utilise Chrome. Et du coup, là, on a d'autres API. Là, on peut remplir des formulaires. Donc, au lieu d'envoyer la requête post directement sur votre vue store, par exemple, vous pouvez remplir le formulaire et envoyer le formulaire. Et il y a plein d'autres choses, quoi. Select, radio, voilà, uncheck, click. On peut attendre pour des actions, attendre qu'on voie un élément sur la page. Un modal qui s'ouvre et prend, je sais pas, 310 secondes à s'ouvrir. On peut dire, attends que cet élément soit sur la page. Pardon. Et puis du coup, il va attendre que le modal s'affiche. Puis après, on dit, je clique sur ce bouton dans le modal. Donc ça permet vraiment de faire des tests UI poussés. Donc après, c'est à nous de définir, est-ce que c'est utile? Là, je pourrais simplement tester en fait le body de la page ou pas. C'est un mode décidé. Alors, pour le moment, je vais rester sur le simple test. Vous pouvez voir à quoi ça ressemble, sans parler du browser. Et on va simplement utiliser le client. Donc là, on peut voir que j'utilise ce qu'on appelle un trait. Hop. Et un trait, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais le mettre là. Pour ceux qui ont fait du PHP, en trait, normalement, ça s'appelle dans une classe, on peut faire un use, et ça nous permet d'ajouter des composants au contexte, au scope, des méthodes, des choses comme ça. Du coup, là, ça, en appelant ça, en fait, ça va souvent nous ajouter des choses dans le contexte. Là, vous n'avez pas remarqué, on a un autre contexte de test. On a assert, qui est l'abri chai, et on a, du coup, ça nous ajoute le client qui va nous permettre de faire des requêtes. Donc là, je vais stocker une réponse, et je vais lui dire, j'ai un client, et le client, il va get, tout simplement, /user. Voilà. Et puis, on va end la requête. Comme ça, il va faire sa requête. Et là, donc, j'ai la réponse. Je fais ma requête sur ma page user. Et là, maintenant, c'est à moi de tester le contenu market, enfin le body de la réponse, contient le user que j'ai créé là. Donc, je vais faire simplement utiliser assert. Et puis, je crois que c'est include. Je vais avoir mon tweet parce que je l'ai fait cet après-midi. Hop, comme ça, l'API. Je l'ai vite en mémoire. Tac, c'est include, parfait. Hop, include. Donc là, j'ai ma réponse.text doit inclure mon user.user. J'affiche ça. Et du coup, là, si je lance ce test, ça devrait fonctionner. Mais ça ne fonctionnera pas. Parce que, je ne voulais pas expliquer au début ça, Adonis, pour configurer tout ça, utilise ce qu'on appelle des variables d'environnement. On a un fichier .env
qui est généré, qui nous permet de configurer par environnement. Donc là-dedans, vous allez retrouver des choses qui changent si vous changez d'environnement. Donc là, je suis en dev, vous pouvez être en environnement de test, vous pouvez être en production, vous pouvez être en staging, vous pouvez être en ce que vous voulez, et ça peut changer. Le PP qui change, la connexion, j'utilise SQLite, ça peut utiliser Postgres en production, les informations comme le port, le user, le password de la base de données, tout ça, ça peut changer, le driver, ça peut changer, tout peut changer. Du coup, c'est défini là-dedans, puis c'est réutilisé dans votre config. Si on va voir genre là, on peut voir que ça utilise, ça va chercher la valeur de pp. Et on en a un pour le test, qui est ici. Et du coup, il faut que je change 2-3 trucs, par exemple pour la base. Sinon, il ne sait pas quelle base de données utiliser. Donc là, je vais simplement aller là-dedans. Et je vais définir une deuxième connexion, que je vais appeler SQLite test. Et il va simplement stocker dans un fichier que je vais appeler, je vais voir comment il l'appelait. Il l'appelait Adonis. File name, db database. Hop. Ah bah non, en fait, je peux utiliser le même. Parfait. Je peux utiliser le même et je vais juste changer cette valeur. Donc là, db database, je vais l'appeler test. Là, j'aurai test.sql. Comme ça, au moins, ça va fonctionner. Deuxième chose, je dois juste lui demander de faire mes migrations. Donc je vais pas commenter ça, sinon ma base de données est vide. Donc avant les tests, il va me faire mes migrations et après il va se prendre les resets. Donc il va les enlever. Donc ça, c'est comment appeler une commande Adonis en mode programmation. Voilà, donc là, hop, il fait mes migrations, ça c'est à la fin, il est reset. Je peux fermer ça, je peux fermer. Donc là, normalement, si je lance mon test, ça devrait fonctionner. Alors on va tester, c'est le moment de... Je lance mon test, et là, j'ai une erreur. Alors qu'est-ce qu'il va me dire? Invalide or unexpected token. Alors ça, c'est l'erreur que personne n'a envie d'avoir. Alors, ça doit être là-dedans. Alors, je vais juste voir où j'ai fait mon erreur. Voilà. Et je relance. Et là, on peut voir qu'il a migré, il a lancé mon test. Hop, et j'ai eu un rollback. Alors, comment on vérifie que ça fonctionne? Généralement, avant de... pour vérifier que ça fonctionne. Alors, on peut faire ça très simple. Si je vais dans ma vue, ici, hop, et je décide du coup de rien afficher, et je relance, ça devrait être rouge. Voilà, j'ai pas réussi. Pourquoi? Parce qu'il espère voir là-dedans le war, qui est le nom du user créé. Il n'y a pas de ça, il voit rien. Donc mon test fonctionne. Donc là-dedans, j'ai testé que si j'ai un user, en allant sur /user, je devrais avoir le user que j'ai créé. Tout simplement. Maintenant, je peux faire un test en créant 2 users. Si je crée 2 users, pour vérifier que c'est une liste, hop, en créant 2 users, je peux faire soit comme ça, soit je peux faire create many. Là, je mets 2. Du coup, là, il me retourne se faire un tableau. Alors ça, je ne suis pas sûr. User 1, user 2. En allant là-dedans, j'espère voir le user 1 et le user 2. Et ça devrait fonctionner logiquement. C'est une liste. On va tester. Petit moment de doute. Ah, j'ai pas. User 2 is not defined. Alors, effectivement, ça ne me retourne pas les 2 users. Parfait. Alors, on va le faire à la mano. Hop. Modification à faire, peut-être. User 2, hop. Et on va recréer un user. Je me suis juste trompé. Ah bon? C'est pas grave. Ah ouais, peut-être. Je lance mon test, ça fonctionne. Parfait. Donc, j'ai vraiment une liste de users. Donc, si je displayais qu'un seul user, ça ne fonctionnerait pas. Et puis, du coup, on va voir user 2, create many, hop, 2, et puis du coup, ça devrait fonctionner aussi. Si, c'était bien ça. Parfait, c'était bien ça. Top. Donc là, je vérifie que j'ai bien 2 users. Après, je ne vais pas tester 3, parce que logiquement, ça fonctionne. Ça devrait fonctionner. Merci Thio d'ailleurs pour l'erreur. Parfait. Donc là, je peux même mettre, je sais pas, 1, mais j'ai 2 users. Je vais voir my users. Parfait, j'ai testé. Là, on a écrit 2 tests et on a permis de vérifier que si on a des users, notre index les liste. Maintenant, j'aimerais vérifier que en posture mon formulaire, ça m'ajoute un user, tout simplement. On va du coup utiliser le même test. Et je vais avant tout rajouter un trait.
Alors ça, on va aller voir dans la doc. Ce faire, je devrais l'avoir quelque part. C'est dans Testing Fakes and Helpers, je pense. Alors, les fakes, c'est ce que je vous ai expliqué un peu au début. Voilà, c'est ça. Je vais utiliser ce trait qui va tout simplement rollback votre database à chaque test. C'est-à-dire que là, ma database est vide. Je fais mon test, j'ajoute. Et là, ça la revide à la fin. Ça permet d'avoir à chaque test base de données clean. Ça évite que, par exemple, là, à la fin de ces 2 tests, j'avais 3 enregistrements dans ma base de données. Le but, c'est d'avoir simplement une base de données clean à chaque test. Et à chaque test, je définis l'état que l'application doit être pour réussir le test. Ouais, c'est pratique parce que ça permet de contrôler les tests. Ça vous évite d'avoir des side effects. Par exemple, qu'en test, créer un modèle, en autre le supprime. Dans le 3e test, vous réessayez le premier. Non, c'est pas comme ça qu'on teste. À chaque test, on définit justement avec ces keywords Gherkin, c'est pratique. Et étant donné que j'ai un état, en user, 2 users, 3 users, 1 user, j'affiche la page user et je fais X ou Y. C'est comme ça que j'aime tester. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser d'ailleurs de base. Hein. C'est comme ça que je le conseille. Pour faire le test du formulaire, on va simplement utiliser le browser. Puis après, je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est assez tard. Quitte à faire un deuxième talk sur Denis, mais je pense que c'est assez tard. Je vais ajouter du coup le package browser et on va pouvoir regarder un peu. Je l'enregistre déjà là, donc il ouvre le fichier. Hop, et je vais mettre où isProvider aussi, parce que l'application n'a rien à foutre. Voilà, il me dit, je dois ajouter le trait browser. Parfait. Donc là, j'utilise le trait browser. Voilà. Alors maintenant, ici, dans mon contexte, comme vous avez compris, les traits ajoutés au texte, j'ai un browser à disposition. Et le browser, comme son nom l'indique, c'est un navigateur. Donc je vais pouvoir définir mon état. Donc là, vous dire, mais qu'est-ce qu'il va faire? Given, we have no user. Je laisse vide. C'est juste pour moi. Quand je rentre mon test, je vois, ce test-là, l'état, c'est qu'il n'a pas d'utilisateur. Ok. Quand je vais sur la page user create, et là, à moi d'aller sur cette page, alors je vais arrêter la doc, hop, voilà, c'est comme ça. Je vais sur la page users create, et là, on va utiliser end, parce que c'est pas le seul état. Enfin, c'est pas la seule action que je fais. Donc, je vais sur la page user create et je remplis le formulaire. Donc là, on va regarder encore la doc. Doc. C'est type, parfait. Alors, je fais un await page. Hop, à la ligne type. Donc là, c'est des sélecteurs. On est tous CSS. Donc, je vais chercher username. Je vais mettre Romalance. Hop. Je vais se faire un email. Je vais typer dedans romalance@example.com. Et j'ai un password. Et je vais mettre secret. Je type là-dedans. Donc, écrire. Et après, j'ai un submit form qui a exactement la même chose. Submit form. Et là, du coup, vu que j'en ai qu'un seul sur la page, je vais effectivement aller chercher l'élément HTML. Après avoir submit, il faut que je fasse quelque chose que beaucoup de gens oublient, c'est wait for navigation. Voilà. Cette méthode-là va simplement attendre que la prochaine page se charge. Parce que sinon, dès qu'il a fini de submit les formes, ça continue le code, et du coup, il est en train de charger l'autre page, et que ça a créé. Donc ça, I fill, et puis on peut même préciser and submit. Qu'est-ce que j'espère après avoir fait ça? C'est ce qu'on a marqué là. Should let us computer. Pas hésiter à être verbeux dans le mot. Then I expect to be on slash user, je crois, c'est ce qu'on a défini, donc j'ai demandé d'être redirigé.
Je vais écrire le code après. N to see my user. Voilà. Je pourrais même préciser N. Non, je ne peux pas le mettre. Là, ce qu'on peut faire, soit je valide les données que j'ai sur par diriger sur la page qui va nous afficher les données. Ce qu'on peut faire aussi, c'est une query dans la DB, puis je vérifie que j'ai bien un user qui a ces données-là. Donc là, je vais le faire tout de suite. Donc là, j'ai les assertions. GitHub, bam bam bam. C'est assertion, as, in, c'est pas ça, value, check, no check, visible, assert path. Voilà. Hop. Donc await, page. Assert path. Je valide que je suis sur users. Et je valide que ma page. Non, la doc n'est pas traduite. Check-in, communauté franco. Je sais pas si. Mais la doc n'est pas traduite. Et assert as. Du coup, j'affiche mon. Alors, je vais lancer mes tests. Hop, et puis là, ça fait voir si je joue ça, on devrait avoir encore. C'était tellement rapide qu'on l'a pas vu. Et du coup, ça fonctionne. Hop, il m'a testé. Ça a pris une seconde. On peut voir que c'est plus long parce qu'il doit lancer un browser. Donc c'est plus long. Mais mon test a fonctionné. Donc là, j'ai rempli mes champs. Alors pour vérifier que ça fonctionne ou pas, je peux pas aller changer. Ici, ça s'appelle pas username, ça s'appelle user source. Et en lançant, il va me dire non, je change username. Ah non, ça marche. Ah, c'est tellement bien. Et là, putain. Alors, pourquoi ça marche pas? Alors ça, c'est bien l'effet démo. Alors attends. Tac, name, tac, name email, password, form, wait, papa. C'est fou ça. Tac. Fil, page, type, suite. Assert page. Non, c'est pas le cache. J'ai souvent dû faire une connerie quelque part. Bon, je profite pour faire la pub. Si jamais vous avez envie d'exemples de code, ça s'appelle Vlogdemo, qui est une application qui est documentée aussi bien que le code source direct de Adonis. Et du coup, il y a des tests. Voilà, c'est une application testée. Et on peut voir exactement comment ça fonctionne afin de vous aider. Donc là, j'ai exactement la même chose et j'ai exactement la même chose. C'est très intéressant. J'ai pas d'idée. Là, j'ai pas d'idée. Je pense que débugger, ça va prendre du temps. Si ça se trouve, c'est un truc tout con. Et c'est déjà tard. Donc voilà, on va finir sur un test qui fonctionne, qui est vert, mais qui ne fonctionne pas vraiment parce qu'en testant que ça ne fonctionne pas, bah, ça fonctionne encore. Ok. Alors on va pas chercher. J'ai peut-être oublié de sauvegarder. Là, il fonctionne plus. Ok. Donc non, il fonctionnait bien. Donc si je le faux, ça fonctionne plus. Si j'enlève juste, ça fonctionne. Voilà, parfait. Donc on va pas chercher à comprendre. J'ai oublié de sauvegarder mon fichier. Top. Du coup là, on a pu voir un peu comment tester une application via soit le client directement, soit en navigateur. Ce qui me permet déjà de tester pas mal de choses. Et du coup, là, dans ces tests, on teste tout. Hein. On teste ensemble. On envoie une requête et on espère une réponse. Parce qu'au final, une application, c'est ça, une application web. Tu envoies des requêtes, tu reçois une réponse. Et tu as des résultats entre deux. Donc, par exemple, tu peux aller taper dans la base de données, vérifier que tu as bien eu l'enregistrement qui s'est créé, si tu as l'enregistrement qui se font ou autre. Mais au final, c'est ça une application et ça sert à rien de s'embêter à essayer de bloquer et tout stubs pour arriver à tester. Alors, donc là, on a 3 tests qui nous permettent de vérifier que la logique qu'on a écrite ce soir fonctionne. Pour ma part, j'ai fini pour ce soir. C'était très long. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. C'était très long. Du coup, je ne sais pas si vous avez encore peut-être quelques questions. Pas trop, si possible, vu que c'est déjà tard. J'y répondrai avec plaisir. Si on souhaite faire une API RPC, genre sans site web, juste une API RPC, est-ce que c'est adapté? Tout à fait. Alors, comme je l'ai expliqué au début, on a, quand on fait un add Denis new, plusieurs choix. J'ai juste ouvert un terminal. Hop, on va mettre en plein écran. Comme ça, pendant que je réponds, je vais pouvoir faire une commande. Là, si je fais Adonis New Help, on peut voir qu'on a le slim,
on a également le API Only, qui lui va créer simplement un projet fait pour une API, enfin, un API serveur. Donc, ce que tu veux. Il reçoit les requêtes et envoie les réponses. JSON, XML, ce que tu veux. Et du coup, c'est tout à fait adapté. Et ça te permet surtout d'avoir la même structure par rapport à un Polka ou un Express qui va minimaliste, quoi, et qui doit permettre d'installer plein de trucs. Et là, tu auras toujours Lucid, tu auras toujours les middleware, tu auras toujours tout ce qu'Adonis propose, le système de test et tout, sauf que tu auras les modules vus, on n'a pas besoin, mais tu as l'authentification aussi qui est gérée de base, et tout ça. Et du coup, ça permet d'avoir une structure qui est identique que par rapport à une application full stack, mais qui est que pour les API. Par exemple, là, au lieu de rendre une vue, ben, je retourne les users. Voilà. Et puis du coup, quand je vais faire en get ici sur ma vue, au lieu d'avoir ça, il faut juste que je lance le serveur. Adonis serve dev. J'ai du coup, hop, du JSON, tu vois. Donc là, c'est une API. Au final, j'ai appelé une API qui me retourne des users. Donc c'est tout à fait fait pour, sans souci. Voilà. Alors comme dit Glo dans le chat, qui ne le voyait pas, il dit que les blueprints de base, enfin c'est des blueprints de base, donc nous on appelle ça blueprints. Donc si je fais un Adonis new help, ça vous permet de définir les blueprints de base. Donc le Slim, c'est un peu comme un Express, il n'y a rien du tout. Et c'est vous qui allez charger soit des modules de Adonis et les mettre dans vos providers, soit des modules dedans, et vous construisez votre application, mais toujours avec la même structure. Soit l'API Only qui accueille une API, et de base c'est le blueprint full stack. Et vous avez bien sûr l'option blueprint qui vous permet d'envoyer un chemin sur le projet GitHub, qui peut être par exemple votre blueprint personnel, qui est un blueprint full stack avec Laravel Mix, avec Less, Webpack préconfiguré, et puis MongoDB. Allez, hop, soyons fous, hop, et c'est votre blueprint à vous que vous avez défini. Et du coup, quand vous créez votre application, vous utilisez votre blueprint, vous avez tout ce que vous avez besoin de base pour votre projet qui est là. Du coup, c'est tout. Voilà. Donc, effectivement, c'est tout à fait adapté pour des API. Si, comme Thio dit, pour des projets, des petits projets, c'est effectivement un peu overkill. Par exemple, si vous voulez faire des proxys, c'est pas du tout fait pour. Hein. Si vous voulez des proxys, plus vous dirigez vers des trucs genre Express, Polka ou encore mieux le module HTTP Node.js, parce que là, c'est vraiment fait pour faire des applications. Quoi. Que ce soit des API. Aussi. Fastify, hein Pardon? T'as Fastify aussi. Oui, enfin tous ces petits frameworks justement, si c'est vraiment pour faire genre 3 endpoints, cassez-vous pas la tête et utilisez Adonis. Hein. Adonis est là pour vous proposer une structure, des choix faits pour vous et qui vous faciliteront la vie aussi en pensant plutôt businessman. Si vous devez engager quelqu'un, vous engagez quelqu'un qui connaît Adonis et connaît votre code. Vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un qui connaît Next, qui connaît Express et qui connaît ce middleware là et puis qui connaît le routeur que vous avez choisi pour Express et qui connaît voilà. Vous prenez quelqu'un qui connaît Adonis. C'est une grande force et c'est pour ça aussi que c'est fait pour faire des applications où tu as beaucoup de, pas beaucoup, mais plus de 10 endpoints et autres, ça permet déjà d'avoir une structure claire. Mais tu peux toujours bien évidemment utiliser des frameworks différents qui sont peut-être plus légers si tu as un besoin plus léger aussi. Mais rien ne t'empêche d'en faire avec quand même. Donc tu peux garder la même structure que ta grosse application, ta petite. Quoi. Voilà. Et pour le HTTPS, c'est aussi facile qu'avec Express? Alors le HTTPS, il faut utiliser le module HTTPS simplement au lieu de HTTP. Nous, ce qu'on conseille de faire, c'est de faire votre app toujours en HTTP en fait et de l'avoir derrière un proxy. Donc je vais faire un petit schéma ici. En gros, quand vous allez avoir une requête sur slash par exemple, http votre domaine /domaine.com / ok. Là vous avez un proxy. Donc en proxy c'est un serveur web, Jinx, Apache, voilà, KD server, Trophic, je sais plus, voilà, bref, vous voyez lesquels, qui eux ont un certificat Let's Encrypt qui sont faits pour en fait, qui sont faits pour être en web serveur. Vous avez votre proxy qui va voir j'ai un domaine.com, il va aller regarder dans sa config et il va se dire domaine.com c'est localhost 2.333. Voilà. Et ça c'est votre application load qui elle est en HTTP. Donc là il reçoit une requête, lui il gère le certificat SSL, il gère le cache de vos fichiers statiques, il gère tout ce qu'il doit gérer, le load balancing par exemple, et il va vous dispatcher par rapport au nom de domaine sur votre application. Et là, ça nous empêche d'avoir un domaine 2 comme notre domaine qui lui pointe sur notre application locale qui est 3334 ou 5. Et le load balancer vous permet justement
enfin le serveur front, d'avoir plusieurs applications Node qui tournent et en HTTP. Parce que avoir de l'HTTPS et de l'HTTP2 sur du Node, pas très stable pour le moment. Et du coup, pas grand chose. Que tu as des services comme Nginx, Apache, Traffic, KD Server, tout ça qui sont faits pour ça. Voilà. Donc actuellement sur Adonis, pour répondre à la question, le HTTPS n'est pas géré. On fait des services HTTP et on conseille d'utiliser, si tu veux de l'HTTPS, en proxy front. Voilà. Enfin, en proxy type Nginx Apache. Voilà. Je pense que ça répond à la question. Et simple question utile, hein, on peut faire sans, mais est-ce que la documentation est traduite ou est-ce qu'il y a pour l'instant que du online? Alors la documentation, donc j'ai déjà dit avant, mais n'est pas traduite. Comme, hop, on va dans guide, elle n'est pas traduite, elle est disponible que en anglais. Par la suite, on est en train de faire la doc, pour permettre de la traduire facilement avec la communauté. Donc là, elle sera traduite dans plusieurs langues. En français, bien évidemment, vu que je suis contributeur, je vais la traduire moi en français. Ça, c'est bon. Il y aura d'autres langues aussi. Mais pour le moment, elle est disponible que en anglais. Et il y a une communauté française. Je n'ai pas le lien en tête. Je sais qu'ils ont fait un serveur forum. Peut-être que tu peux demander de l'aide, mais la documentation, comme elle est là, n'est pas traduite. Donc voilà. Je pense que j'ai répondu à la question. Et sinon, niveau déploiement avec Docker, c'est faisable? Tout à fait, tout à fait. Bah, d'ailleurs, alors là, c'est un projet que j'ai en cours. Hop, et on peut voir que j'ai un Dockerfile et un Docker Compose. Et mon Docker file, ça lance mon application de piste. Donc aucun souci avec ça. Mon Docker Compose lance mes services, mon service web, mes migrations, ma DB, tout ça, tout fonctionne très bien. Il n'y a aucun souci. Docker, c'est simplement un wrapper à ton serveur. À tes dépendances, quoi. Mais il n'y a aucun souci. C'est Adonis ou même n'importe quel script Node.js en soit dans Docker. Ok, parfait. Ouais. Ben, merci à tous.